Tout de suite, le bonus de pulsation avec la doctoresse Sophie Durieux du programme Santé Migrants. Je crois que ce qui fait la particularité de Genève, c'est ce taux d'étrangers important. C'est le double du taux d'étrangers de la Suisse, 20% en Suisse, 40% à Genève. C'est le canton où il y a la plus forte proportion d'étrangers. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une dimension historique qui fait que Genève a été la ville d'accueil des protestants au moment des guerres de religion. Donc ça fait un certain temps, plusieurs siècles, que Genève accueille des étrangers. Et je pense que c'est aussi de cela que découle l'attention particulière qu'on peut donner à ces patients. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, voire 20 ans, on a une attention particulière pour ces patients-là, avec le développement d'un service de l'interprétariat en partenariat avec la Croix-Rouge genevoise, avec des consultations pour des populations spécifiques, plutôt dans le processus asile, comme c'est le cas ici où nous nous retrouvons, ou des consultations pour les personnes sans papier, mais aussi les grands précaires genevois qui n'ont plus accès aux soins. Et je pense que ça vient vraiment d'une dimension historique de la Genève, qui est aussi la ville d'Henri Dunant. Lorsque l'on parle de patients précaires, migrants ou non, de qui parle-t-on ? Alors c'est compliqué dans un canton comme Genève où on a 40% d'étrangers. Qu'est-ce que c'est qu'un migrant? Est-ce que c'est un étranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là depuis peu de temps? Donc quand on parle au HUG de patients migrants précaires, on parle plutôt de gens qui sont là depuis pas forcément très longtemps, qui ont des difficultés économiques et qui ont des barrières d'accès aux soins qui peuvent être simplement déjà d'ordre linguistique, de ne pas pouvoir communiquer correctement avec son médecin, ça peut induire un problème de santé. Enfin, on peut mésestimer le problème de santé. Ça peut être une barrière économique. On a un certain nombre de patients qui n'ont pas d'assurance, ils sont clandestins, sans papier. Et ceux-là, quand ils sont malades, il faut quand même pouvoir les prendre en charge. Et puis, ça peut être aussi des barrières plutôt d'ordre socio-culturel ou avec des interprétations culturelles qui sont différentes entre celles du médecin et celles du patient. Et ce qui fait que il faut pouvoir essayer de se rapprocher le plus possible d'un concept de santé ou de maladie, de façon à bien comprendre son patient. Donc on parle surtout de ces patients-là. Je crois qu'il y aura une conseillère là-bas. La santé pour tous, c'est une réalité à Genève ? C'est une réalité qu'on espère mettre en place. Alors, ce que je dirais, c'est qu'au sein des HUG, il y a un certain nombre de départements qui sont très au point avec ce type de population. Typiquement, le service de médecine de premier recours dans le département de médecine communautaire. Historiquement, nous avons développé ces consultations comme la CAMSCO, comme la consultation du programme Santé Migrants, donc on est très au fait de ce genre de situation. En pédiatrie, il y a un peu notre pendant qui est la consultation santé migrante pédiatrique, donc il y a une habitude qui est développée. Dans d'autres départements ou services des HUG, les situations sont moins bien connues et puis se pose la question effectivement, alors que 50% des patients sont étrangers, finalement, qui sont les patients migrants dans ces étrangers? Parce qu'un étranger mais qui est là depuis 25 ans en Suisse, j'entends, il n'a pas forcément besoin de services spécifiques, peut-être de services linguistiques le cas échéant, mais il n'aura pas besoin d'une orientation particulière parce qu'il est sans papier ou demandeur d'asile. Alors que d'autres patients qui sont là auront besoin plus particulièrement de notre service. Et la santé pour tous, c'est rendre utile à tous les collaborateurs des HUG et à tous les patients qui en ont besoin, bien sûr, les services qu'on peut leur mettre à disposition. Il y a un certain nombre de services qui existent. Malheureusement, tout le monde ne les connaît pas. Mais il a trouvé une solution. Vous êtes également coordinatrice du réseau Santé pour tous. Qu'est-ce que ce réseau et pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure ? Belle aventure. Alors ce réseau, en fait, il a été créé à l'instigation en fait, d'un financement que nous avons obtenu auprès de l'Office fédéral de la santé publique. Et l'OFSP, donc depuis une quinzaine d'années, se rend compte qu'il y a une dimension migration et santé qui existe en Suisse et qui n'est pas forcément toujours bien prise en considération. Est-ce que les migrants sont plus malades que les autochtones ou est-ce qu'il y a des spécificités de la prise en charge des migrants? Et donc un certain nombre de projets, 5 hôpitaux en fait, ont été retenus pour faire partie de cette aventure qui va se dérouler pendant 3 ans. Donc nous avons dû rédiger un projet que nous avons soumis à l'Office fédéral de la santé publique. Le CHUV aussi est un des hôpitaux partenaires de ce projet. Et puis notre envie, c'était de dire on est déjà très compétent d'une certaine façon. Cet hôpital a été pilote. Je crois qu'on a été le premier hôpital de Suisse à avoir des interprètes à disposition. On a été un des premiers hôpitaux de Suisse à mettre sur pied un système d'accès aux soins pour les personnes sans assurance en dehors de l'accès aux urgences.
Et l'idée, c'est de se dire que finalement, dans le plus grand hôpital de Suisse, 10 000 collaborateurs, finalement, alors qu'on a des services extrêmement performants, ils ne sont pas toujours très bien utilisés par l'ensemble du personnel soignant, du personnel en contact avec les patients. Et l'idée de ce réseau santé pour tous, c'est qu'on puisse améliorer la prise en charge des patients migrants et précaires, hein, parce que quand on parle de migration, on parle souvent de précarité, mais on peut être un précaire local et avoir aussi des difficultés d'accès aux soins. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des soignants et bien entendu des patients les services déjà existants, et peut-être de développer aussi certaines autres activités comme le poste d'infirmière spécialiste clinique pour patients migrants et en précarité, qui est un peu, on l'appelle nous, notre GPS migrant dans le système, qui peut servir à mieux orienter les patients dans le système de soins et mieux orienter les soignants dans les différentes consultations spécifiques qui peuvent exister. Il y a aussi le fait qu'on a un service de l'interprétariat qui est parfois très utilisé par certains services, mais moins bien par d'autres. Et on peut imaginer que, par exemple, quand on veut recueillir le consentement éclairé d'un patient pour une intervention chirurgicale, si le patient n'est pas francophone et si le soignant, le médecin ne parle pas la même langue que le patient, le consentement ne va pas être forcément très éclairé. Donc, on peut effectivement se poser la question de comment est-ce qu'on communique avec son patient. Et on sait que les médecins, les infirmières de cet hôpital ont régulièrement des problèmes de barrières linguistiques. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours très simple de faire venir un interprète, mais il y a des systèmes autres qui peuvent être développés, comme d'appeler un interprète, de développer l'interprétariat téléphonique. Donc, il y a un certain nombre d'astuces qui existent et qui ne sont pas forcément très bien connues et qui peuvent faciliter au quotidien la vie des soignants et donc améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Un des axes de ce projet Réseau Santé pour tous, c'est d'identifier précocement les patients qui auraient besoin de mesures spécifiques. Par exemple, un des points qu'on a réussi à mettre sur pied, c'est identifier quelle langue parle le patient. Ça paraît tout bête, mais j'entends avec 50% de patients qui sont étrangers, tous les étrangers ne sont pas forcément francophones ou anglophones, enfin parlant une langue facile avec laquelle on peut facilement communiquer avec eux. Et donc du coup, si on met dans le système des PA, donc le dossier patient administratif, la langue du patient et qu'on peut faire référence à un interprète, ça peut faciliter beaucoup plus la prise en charge. De la même façon que identifier si un patient est demandeur d'asile et sans papier, une assurance, pas d'assurance, ou peut-être qu'il pourrait en avoir une mais il ne l'a plus, ça facilite aussi grandement la vie de tout le monde. D'une part, ça fait faire des économies aux contribuables, ce qui est quand même assez intéressant. Et d'autre part, ça permet de faire en sorte que la prise en charge soit la plus adéquate possible, avec une hospitalisation qui pourra être de la durée la plus adéquate possible, parce qu'il y a une assurance derrière. Vous vous sentez un médecin comme un autre ? Je me sens un médecin d'abord, donc qu'est-ce que ça veut dire un médecin comme un autre ? Je me sens, je pense, plus proche d'un médecin généraliste en ville que d'un chirurgien, par exemple. C'est clair, je pense qu'il y a une dimension qui est spécifique à la médecine de premier recours, qui est qu'on voit le patient dans sa globalité, qu'on va prendre en considération le contexte psychosocial dans lequel il vit, qu'on va être particulièrement attentif à la communication, et ça, je pense que c'est de la médecine de premier recours. C'est vrai qu'en même temps, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire ici et qui sont plus compliquées en médecine de ville. Je veux dire, la présence d'un interprète, c'est vrai qu'il est rare que des médecins de ville, des internistes en ville, puissent avoir un interprète à disposition, un interprète professionnel. Donc ça, c'est vrai qu'on a un certain nombre de spécificités. On prend du temps avec nos patients, mais ça, c'est vrai que c'est aussi parfois la spécificité de la médecine de premier recours, c'est-à-dire que ça peut être des consultations qui sont longues. Bien évidemment, s'il y a un interprète, le temps de conversation est pratiquement doublé, de façon mécanique, très, très logique. Donc, je dirais que je me sens un médecin comme un autre, mais qui a affaire à une population particulière. Alors, ce qui m'a donné envie, je dirais que quand j'ai commencé à faire de la médecine, c'était l'époque de Médecins sans frontières, et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Après, j'ai fait une orientation en santé publique, et c'est vrai que la dimension comme ça de médecine communautaire m'intéresse aussi énormément. Et ce qui me fait toujours plaisir, et pourquoi j'ai encore du plaisir à faire ce boulot au quotidien, c'est la diversité de ce travail. On a des populations extrêmement variées. On a vu passer à un moment les patients qui venaient de la guerre de Bosnie, de la guerre du Kosovo. Actuellement, on a des gens qui arrivent, par exemple, du conflit syrien. On a des vagues de patients qui arrivent de pays africains en conflit. Donc,
Donc il y a une dimension, je dirais, où finalement on a les pages géopolitiques de son journal dans sa salle d'attente, et ça je trouve que c'est passionnant, avec un côté de nécessité de s'adapter à ces différentes cultures. Alors évidemment que les patients ont à faire un pas, puis nous on arrive aussi à être plus compétents dans un certain nombre de domaines culturels, voire de géopolitique, et ça je trouve ça passionnant.